Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, bienvenue dans Entreprise et Passion sur Logos FM avec aujourd'hui un invité d'exception, Roger Erivan. Bonjour. Bonjour. Roger, vous êtes Erivan, vous êtes professeur des universités, chirurgien orthopédiste, spécialiste du genou et de la hanche, mais surtout directeur médical associé d'Ostéobank. Nous allons en parler, mais nous allons parler d'abord de vous, si vous voulez bien. Oui. Donc je suis Roger Erivan, j'ai 41 ans, je suis un pur produit clermontois. Je suis né à Clermont, j'ai fait toutes mes études dans le coin. Alors j'ai pas mal bougé pour les études, mais au final je suis revenu ici. Et du coup, je fais de la chirurgie orthopédique principalement sur le genou et la hanche. Et ma particularité, c'est de m'occuper beaucoup de reconstruction, de toutes les situations un peu compliquées. C'est une des missions du CHU et c'est la raison pour laquelle je suis professeur au CHU, c'est pour m'occuper de tout ce qui est un peu compliqué. C'est-à-dire tous les cas où il y a des reprises, où il faut réintervenir sur soit des prothèses, soit des ligaments qui ont recassé, soit des situations d'infection, des situations un peu compliquées qui sont difficiles à traiter dans des petits hôpitaux ou dans des cliniques. Et ben, ils sont envoyés au CHU et donc je me suis spécialisé là-dedans. Et je fais, c'est la majeure partie de mon activité actuellement et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons créé Ostéobank, qui est une association à but non lucratif, qui est une banque de tissus qui s'occupe de récupérer et préserver et distribuer des tissus pour des greffes dans ces situations complexes. Et donc on distribue de l'os, des tendons, des ligaments et des ménisques. Et c'est bien souvent des chirurgies de reprise, des chirurgies complexes sur lesquelles les patients ont déjà été opérés et la greffe permet de pallier à ces manques de tissu et à ces situations un peu compliquées. Alors quand vous dites « on », cette ostéobank qui a été créée ici, c'est vraiment là aussi un peu comme vous, dirais-je, un pur produit auvergnat. Qu'est-ce qui a incité à un moment à impulser cette idée qui aujourd'hui paraît une évidence ? Oui, en fait les banques de tissus sont structurées en France depuis pas si longtemps que ça. Avant, on va dire il y a entre 30 et 40 ans, chaque CHU avait sa banque de tissus locale et faisait ça dans un congélateur sans que ce soit encore réglementé, mais avec toutes les lois de la biomédecine. En 98, Ostéobank a été créé par les chirurgiens du service, le professeur Levé et le professeur Boigard au départ, puis maintenant nous sommes 4 chirurgiens qui nous occupons de cette banque de tissus, le docteur Villatte, le professeur Descamps, le professeur Boigard et moi-même. Et en fait, c'était une nécessité que ce soit réglementé pour qu'il y ait toutes les caractéristiques qu'on connaît des banques de tissus actuellement, mais qui à l'époque n'étaient pas forcément évidentes. C'était l'anonymat, la gratuité du don, le suivi des greffes et l'anonymisation de ces greffes. Et donc en 98 a été créée cette association. Au départ, c'était juste des têtes fémorales issues de prothèses de hanche. Donc quand on fait une prothèse de hanche, l'os est usé, le cartilage est usé, mais l'os en dessous est de bonne qualité. Donc habituellement, cet os est détruit. Mais donc un des traitements qui existe, c'est de pouvoir retraiter et conserver cet os pour pouvoir faire des greffes osseuses. Et donc, en 98, c'était uniquement ce type de tissu qui était utilisé. Mais ensuite, d'une part, ces tissus sont trop petits, c'est-à-dire on peut combler que des petites pertes de substance, parce qu'une tête fémorale, ça fait 40 mm de diamètre, 50 mm de diamètre. Et d'autre part, il y avait d'autres tissus nécessaires, c'est-à-dire les tendons, les ligaments, les ménisques. Et c'est pour ça qu'on a développé depuis maintenant un peu plus de 10 ans, toute cette activité de prélèvement, cette fois pas sur donneurs vivants, c'est-à-dire les personnes à qui on met des prothèses de hanche, mais sur des donneurs décédés. C'est les mêmes patients à qui on peut prélever le foie pour une greffe de foie, le rein pour une greffe de rein, le cœur, etc. Et ben on peut leur prélever également des tendons, des os, des ligaments, des ménisques. Et on peut ensuite les conserver dans les banques de tissus. Ces tissus, on peut les conserver pendant 5 ans avant de pouvoir les regreffer, mais la demande en France est telle que on n'a pas le temps de les conserver 5 ans. Ils partent aussi vite qu'ils sont prélevés, à peu près. Enfin, il faut quelques semaines pour les valider quand même. Alors, ça m'induit 2 questions. La première, c'est, et c'est ce qui m'a amené à souhaiter vous avoir aujourd'hui à notre micro auprès de nos auditeurs, on sent qu'il y a un écosystème qui est majeur sur l'Auvergne, justement, en termes d'innovation médicale. Est-ce qu'il y a une explication ? C'est volcanique ? Non, c'est une bonne question. Je
je pense que c'est juste la volonté des gens, en fait. En France, il y a 18 banques de tissus qui font ce type de tissu, donc les tendons, les ligaments, les ménisques, etc. L'ostéobanque, à elle seule, fait les 3/4 des prélèvements en France et fait plus de 80% de la distribution des tissus. Donc à la fois, on prélève beaucoup plus que les autres, parce que versus les 17 autres banques de tissus, à nous seuls, on fait les 3/4. Mais en plus, pour chaque prélèvement, on prélève plus parce qu'on distribue 80%, enfin c'est 82% exactement des tissus sur l'année dernière. Et donc en fait, ça ne marche que parce qu'il y a une volonté de l'équipe chirurgicale de faire ça. En fait, on est la seule banque de tissus en France où il y a des chirurgiens orthopédistes, déjà où il y en a tout court, mais où il y en a aussi nombreux. Donc on est 4 à s'en occuper et c'est vrai que ça met une vraie dynamique. Et c'est ça qui fait que... on arrive à prélever, on arrive à distribuer parce qu'on a une expertise sur ça. Dès qu'un chirurgien n'importe où en France a besoin d'une greffe, il sait qu'il faut passer par nous parce que on répond à ses questions. Quand il nous pose une question chirurgicale, vu qu'on fait ça tous les jours, eh ben on peut y répondre, on peut l'aider, on peut l'accompagner. Des fois, je vais sur des interventions dans d'autres centres, dans d'autres hôpitaux pour essayer de les aider. Et justement, vous évoquez cette capacité de don. Il y a régulièrement en France des campagnes autour du don. Le don du sang, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Le don d'organes, allez, on descend d'un cran, mais malgré tout, ça se sait. Le don de tissu, c'est quand même... Il y a beaucoup de travail à faire sur ça. En fait, la plupart des gens savent qu'on greffe un rein, qu'on greffe un cœur, mais par contre, greffer un tissu, la plupart des gens ne savent même pas que c'est possible. Donc effectivement, il faut en parler autour de soi, il faut bien être conscient que ça peut aider, que même ça aide très souvent. Nous, à la banque de tissus, sur les 2 dernières années, on a distribué en moyenne 1500 greffes par an. Donc ça fait un petit peu moins de patients traités parce que certains patients ont plusieurs greffes, mais ça fait à peu près 1200 patients traités par année. Et donc c'est des patients qui en ont besoin, qui avant ça ne marchaient pas, ne pouvaient pas courir, ne pouvaient pas faire de sport. Alors tout le monde ne refait pas un marathon avec une greffe, mais la majorité arrive à gagner de la fonction et à être bien mieux que ce qu'ils étaient avant. Et justement, vous évoquiez ces tissus qui sont collectés, mais vous avez abordé cette notion d'utilisation médicale. Par contre, quels sont un peu, sans divulguer évidemment de choses qui ne peuvent être partagées, mais quelles sont les étapes clés entre cette notion de don, à un moment quelqu'un exprime par écrit ou à l'oral que oui, il souhaite donner, et puis ce moment de réutilisation, le bout de la chaîne. Ouais. En fait, le plus gros frein qu'on a actuellement au prélèvement, c'est les gens qui n'en ont pas parlé. On appelle ça le taux d'opposition lorsque les équipes de coordination des prélèvements dans les banques de tissus, dans les hôpitaux, je veux dire, abordent les familles. Il y a un taux d'opposition qui est variable selon les régions, mais en gros, on est entre 40 et 60% d'opposition selon les régions. Et donc, si les gens en avaient parlé dans leur famille autour d'eux, ou s'ils l'avaient écrit dans leur testament, ou s'ils en avaient fait part autour d'eux ou à leur médecin traitant, eh bien, on pourrait à peu près prélever le double des tissus assez facilement. Après, quand on inclut tous les tissus, il y a énormément de tissus. Les cornets, par exemple, les gens le savent un peu plus, on peut faire des greffes de cornets. C'est des tissus pour lesquels il y a plus que 10 fois plus de prélèvements par rapport aux tissus ostéoligamentaires dont moi je parle. Et donc, les contre-indications et les indications sont un peu les mêmes, c'est-à-dire on pourrait prélever un peu les mêmes patients. Donc, c'est pour dire qu'il y a énormément de patients pour lesquels on pourrait prélever ces tissus si les gens en avaient parlé autour d'eux. Et les autres freins qu'on a, c'est également l'accès au bloc opératoire pour pouvoir faire ces procédures qui se font bien sûr de manière stérile et dans des milieux contrôlés. Et donc, l'accès au bloc opératoire est assez compliqué et c'est un des freins qu'on a également. Et la France, m'avez-vous dit, est quand même très en avance, bien qu'il y ait d'autres pays qui soient également... Oui, alors on avait pas mal de retard et depuis la dizaine d'années où nous, on a pris le sujet à bras-le-corps, on rattrape pas mal ce retard. Les autres pays qui sont en avance sur nous, autour de nous, c'est la Belgique, c'est l'Espagne. Mais après, oui, on est plus en avance que d'autres comme l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, enfin je parle des pays proches. Après, il y a quand même énormément à faire parce que nous, sur l'ensemble des demandes qu'on a, peut-être
plus de la moitié, on ne peut pas répondre favorablement parce qu'on n'a pas assez de greffes. Un des moyens qu'on a pour ça, c'est d'importer des greffes. On en importe peut-être un tiers de ce qu'on distribue actuellement. Mais le but est bien sûr qu'il y a assez de prélèvements juste en France pour répondre à la demande nationale. Et j'imagine aussi avec une spécificité de traçabilité qui doit être d'une rigueur optimale. Oui, l'anonymat est une des notions importantes dans les banques de tissus. Donc en fait, lorsqu'on prélève, bien sûr, on sait l'identité du patient qu'on prélève parce que chaque tissu qu'on prélève, il faut qu'on puisse l'identifier, le tracer, savoir d'où il vient, savoir quel est le tissu. On prend des photos, on fait des prélèvements bactériologiques pour être sûr qu'il n'est pas infecté, qu'on ne va pas transmettre une maladie au patient receveur. Mais donc, une fois qu'on a validé tous ces documents, les sérologies, on vérifie qu'il n'y a pas de virus, il y a beaucoup de procédures médicales. Une fois qu'on a validé tout ça, on anonymise le tissu, on lui donne un numéro international qui a 23 chiffres, il me semble, qui est très long, parce qu'il identifie à la fois le lieu de prélèvement, l'année, le pays, la banque de tissus, et bien sûr, il y a un numéro d'anonymisation, un numéro d'identification du patient prélevé, mais qui est anonyme et donc qu'on ne peut pas retracer en dehors de la banque de tissus. Et dans cette démarche que vous avez évoquée en amont d'expertise qui est la vôtre au sein de cette ostéobanque, il y a un point, et on y reconnaîtra votre humilité, qui est importante, c'est la notion de bénévolat quand même. Oui, c'est vrai que les 4 chirurgiens dont j'ai parlé tout à l'heure, nous sommes tous bénévoles au sein de la banque de tissus. Parce que pour nous, ça nous paraissait évident que c'était nécessaire de le faire. Et en fait, on le fait en soutien avec notre société savante, qui est la Sofcots, Société française d'orthopédie. Et c'est vrai que pour nous, c'était une évidence, en fait, tout simplement. Et est-ce que c'est une évidence que vous arrivez à partager, à exprimer pour aller... Parce que j'imagine qu'à 4, parcourir la France, vous avez quand même une activité, vous nous l'avez dit en amont. Est-ce que vous arrivez à essaimer, à partager ça ? Oui, on y arrive. Après, il y a d'autres banques de tissus ailleurs en France, comme je le disais tout à l'heure, qui... notre but, c'est bien sûr de ne pas être... les seuls acteurs de ce domaine-là en France, mais c'est de montrer un modèle et de montrer que c'est possible de le faire. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est une équipe de prélèvement mobile. En fait, on a nos chirurgiens du CHU de Clermont qui vont dans un rayon de 2h30, 3h de route autour de Clermont pour aller prélever dans d'autres centres. Alors, il y a beaucoup d'autres centres qui prélèvent aussi d'eux-mêmes et qui nous envoient les tissus. Mais là, notre particularité, c'est la seule équipe en France qui fait ça, c'est de se déplacer. Ça permet d'une part de montrer que c'est faisable. En fait, notre but, ce serait qu'il y ait d'autres équipes mobiles comme ça un peu partout en France. Il en faudrait 5 ou 6 pour couvrir toute la France. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On a tous des processus de formation des chirurgiens ailleurs quand ils veulent prélever ou quand ils veulent mettre en place ces équipes de prélèvement mobile. Et est-ce que ça répondrait totalement ou en partie aux besoins du territoire ? Oui, je pense. Après, là, tout de suite, je vous disais, il y a une demande sur 2 qu'on ne peut pas répondre. Et parmi les demandes à laquelle on répond, il y en a 20-30% que l'on doit importer d'ailleurs. Donc en fait, si notre activité était multipliée par 5-6 avec les autres équipes mobiles, oui, je pense qu'on répondrait à peu près à la demande actuelle. Après, on ne sait pas ce que sera la demande dans 10 ans, on ne sait pas comment ça va évoluer. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, oui, si c'était mis en place partout, ça répondrait à mon avis. Alors, est-ce que cette demande, justement, vous allez me dire, c'est le besoin et l'offre en même temps, mais est-ce que c'est un besoin que vous avez vu beaucoup évoluer sur les 2 dernières décennies, ou est-ce que c'est les techniques qui ont été développées, qui ont engendré... L'un va avec l'autre. Oui. En fait, avant, il n'y avait pas les greffes. Donc forcément, les gens faisaient différemment. Par exemple, quelqu'un qui se faisait une luxation de genou, où on se casse 4-5 ligaments à l'intérieur du genou, il n'y avait pas assez de ligaments à prélever sur le genou droit, si c'est le genou droit sur lequel c'est arrivé. Donc on prélevait sur le genou gauche du même patient. Donc on détériore le genou qui va bien pour essayer de réparer un peu l'autre. Donc ça fait quelque chose de... bancal, ouais, pour rester... et du coup, avec ces techniques de greffe, en fait, les greffes étant disponibles, maintenant on peut réparer sans détériorer. Et du coup,
forcément, les chirurgiens, maintenant qu'ils ont ces greffes de disponibles, même s'il n'y en a pas assez, il y en a quand même de plus en plus, utilisent des nouvelles techniques, et les techniques vont avec la disponibilité des greffes, ça c'est sûr. Merci d'être resté avec nous aujourd'hui, où je reçois Roger Rivand, professeur des universités, chirurgien orthopédiste et directeur médical associé d'Ostéobank. C'est à ce titre que je vous reçois aujourd'hui. Vous nous avez évoqué, Roger, votre parcours, ce parcours auvergnat qui vous a ramené au CHU de Clermont-Ferrand, et cette démarche qui est la vôtre aujourd'hui en tant que chirurgien bénévole dans le cadre d'Ostéobank. Ostéobank qui permet à 1200 patients, nous avez-vous dit, d'être traités par an, et vous êtes en France parmi les plus importantes banques associatives de tissus, sachant que la Belgique et l'Espagne, avez-vous évoqué également, sont majeures dans ce domaine. Et l'un de vos objectifs est de déployer d'autres équipes en France, puisqu'il manque à chaque fois des prélèvements et des greffons pour faire. Alors, j'ai envie de vous poser deux questions. D'abord, sur cette dimension innovation que j'imagine vous portez tout le temps au sein d'Ostéobank. Oui. En fait, c'est un domaine qui bouge beaucoup parce que, comme je le disais, ça fait pas très longtemps qu'on a des greffes, et donc on essaye de les améliorer de mois en mois, d'année en année. Une des problématiques qu'on a, c'est de traiter les pertes de substances osseuses. Donc, il manque de l'os pour une raison ou pour une autre, mais une des raisons fréquentes, c'est l'infection. Et donc, quand il y a une infection, il faut à la fois qu'on enlève l'os qui est infecté, qu'on en remette, mais on ne veut pas que ce nouvel os se réinfecte. Et donc, on a pas mal de projets de recherche sur l'utilisation d'antibiotiques qui s'intègrent à l'intérieur des greffes et qu'on pourrait personnaliser en fonction de la bactérie qui est responsable de l'infection du patient qui va recevoir. Donc si on sait que tel patient a une infection à telle bactérie, que tel antibiotique marche dessus, on peut le mettre dans la greffe pour que celle-ci diffuse progressivement les antibiotiques pour finir de traiter l'infection une fois qu'on réimplante la greffe à l'intérieur du patient. Parce qu'actuellement, lorsqu'on doit faire une greffe, parce qu'il manque de l'os, on est obligé de le faire en 2 temps. On est obligé de d'abord faire une première chirurgie où on enlève l'os, on met du ciment avec des antibiotiques, on attend 6 semaines, 3 mois selon la taille de la perte de substance, et secondairement on peut faire la greffe. Et donc on a des projets de recherche avec des antibiotiques pour pouvoir faire tout ça en un temps pour pouvoir gagner une chirurgie. D'autres innovations que l'on a, c'est la personnalisation des greffes. Là tout de suite, l'activité, je vous disais, est importante, mais lorsqu'on nous demande pour tel patient un tendon de telle taille, de tel diamètre, de telle longueur, ou une baguette d'os de 12 cm par 3 cm de large, parce que c'est la taille y a besoin selon les mesures qui ont été faites, tout de suite on n'est pas encore capable de le faire. On ne peut pas faire ces greffes sur mesure. Et donc, on est en train d'essayer de développer ça par l'utilisation de salles blanches. C'est comme des salles de bloc opératoire où, en fonction du scanner qu'on nous envoie, on peut préparer la greffe et la personnaliser à souhait selon le souhait du chirurgien. Alors, j'ai envie, et encore une fois, évidemment, sans aborder aucun secret médical, mais que vous nous donniez quelques exemples de greffes et de l'utilisation qu'elles ont pu avoir, et puis surtout de ce qu'elles ont apporté aux patients. C'est ça qui est magique dans votre métier. On va, oui, bien sûr, rester avec le secret médical, mais sans dévoiler de choses confidentielles. Je pense à ces patients une patiente qui avait 18 ans quand on l'a traitée, elle avait déjà été opérée par avance pour une tumeur au niveau de l'humérus proximal, donc juste en dessous de l'épaule, où elle avait une résection de son humérus d'une dizaine de centimètres en raison de son cancer. Elle avait pu être guérie de ça, ils avaient mis une prothèse, sauf que la prothèse s'est décellée assez rapidement, c'est-à-dire elle ne tenait plus dans l'os. Et donc un des moyens de traiter ça, c'est soit de remettre une nouvelle prothèse fixée encore plus loin, mais on sait qu'elle risque de se redéceler, soit d'essayer de rapporter de l'os pour pouvoir remettre une prothèse normale, entre guillemets, c'est-à-dire une prothèse plus courte qui fait que si un jour elle se décèle, ce qui malheureusement arrivera dans 15-20 ans, eh ben on aura à nouveau de l'os pour pouvoir la refixer et gagner du temps et gagner de la fonction surtout. Et donc cette patiente qui avait, comme je le disais, 18 ans, a été traitée, l'humérus a été greffé sur toute sa partie proximale, sur toute sa partie en haut, sur la dizaine de centimètres qui manquait, et la greffe au bout d'1 an a bien pris, et maintenant elle peut reprendre une activité professionnelle.
Je pense aussi à tous ces patients qui ont eu des chirurgies ligamentaires. Les ligaments du genou, le plus souvent, c'est des lésions multiligamentaires, comme je disais tout à l'heure, les luxations de genou, où il y a pas juste le croisé antérieur, il y a le croisé antérieur, mais il y a aussi les ligaments internes, externes, le croisé postérieur, plusieurs ligaments qui sont abîmés à l'intérieur du genou. Et donc, je pense à ce bûcheron que j'avais opéré il y a peut-être maintenant 2 ans, qui s'était fait donc tomber un arbre lors de son activité professionnelle, luxation de genou. Alors, les luxations de genou, c'est quelque chose d'assez catastrophique parce qu'il y a à peu près 50% des patients qui ont des lésions vasculaires, c'est-à-dire qui ont les vaisseaux qui peuvent être abîmés à l'arrière du genou. Il y a 30% des patients qui ont des lésions nerveuses, c'est-à-dire qui ont un nerf qui est coupé, qui est sectionné. Lui, par chance, il n'avait pas tout ça. Par contre, il avait cassé tous ses ligaments. Et donc, c'est le genre de lésions, si on ne les traite pas, on sait que ce patient il sera en fauteuil roulant toute sa vie. Et donc là, grâce à l'ostéobanque, on avait pu avoir des ligaments. Je crois qu'on l'avait opéré 3 ou 4 jours après. Et on avait pu remettre son genou le plus stable possible. 1 mois et demi après, il recommençait à marcher et 6 mois après, il recommençait à rebûcheronner avec un peu plus de prudence cette fois. En étant un peu plus attentif. Et justement, cette dimension de recherche, qu'est-ce qui vous permet, parce que c'est quand même, je trouve, très intriguant, de réussir à savoir où aller chercher dans votre congélateur? Alors j'imagine que c'est pas du moins 18. Ah oui, non, c'est à moins 80. C'est un peu comme les congélateurs que tout le monde cherchait au moment du Covid pour stocker les vaccins à l'époque. Alors, il y a toute une organisation pour savoir où chercher les greffes, parce que bien sûr, il y en a une cartographie de ces congélateurs. Et après, les greffes, je vous le disais, se conservent 5 ans. Donc on fait aussi, on prend les plus anciennes. Alors, actuellement, avec les demandes qu'il y a, les greffes, elles se conservent pas plus d'1 an ou 2. Donc, de ce côté-là, on a de la chance, mais on fait aussi en fonction de toutes les caractéristiques que nous demande le chirurgien. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de plutôt grand, donc j'ai un fémur plutôt grand. Donc, si on doit me faire une greffe, il faudra un fémur qui a été prélevé chez un patient qui était plutôt grand. À l'inverse, une dame plus petite ou quelqu'un de plus petit aura besoin d'un os plus petit. Et donc, il y a tout un panel de tailles. Donc là, je parle pour le fémur, mais c'est encore plus vrai pour les greffes de ménisques. Les ménisques, on considère qu'il faut à peu près une centaine de ménisques en stock pour pouvoir répondre à toutes les tailles de demande. Et là, actuellement, avec le manque de stock, on doit en avoir peut-être 5 ou 10 en stock, les ménisques. Donc, vous imaginez qu'il est très fréquent qu'on soit obligé de répondre non parce qu'on n'a pas la taille disponible. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle il faut qu'on puisse prélever le plus possible pour pouvoir avoir tout ce panel de taille. Et c'est la même chose sur les ligaments. Et ces échanges que vous avez, soit au sein de la Sovcode, soit au travers des différentes rencontres qu'il peut y avoir, permet d'aller trouver dans d'autres banques justement de prélèvement, d'avoir la réponse pour le patient. Oui. C'est ça l'important. Alors c'est ça l'important. Je vous le disais, nous on est quand même assez leader sur tout ça, mais ça nous arrive encore plusieurs fois par an, soit de distribuer un tissu à une autre banque de tissu, soit de prendre le tissu sur une autre banque de tissu. On parlait tout à l'heure de la recherche et de d'où viennent les idées de recherche. En fait, elles viennent des situations complexes qu'on vit tous les jours. C'est-à-dire quand je vous parlais de la recherche sur l'infection avec les antibiotiques. Quand on a un patient qu'on voit qu'on est obligé de l'opérer plusieurs fois parce qu'on n'a pas pu traiter son infection, et c'est de là que naît l'idée de mettre les antibiotiques. En fait, c'est les situations du quotidien et les difficultés du quotidien qui nous emmènent à pousser des projets de recherche. Et donc, on en a de nombreux projets de recherche. Et c'est aussi une de nos vocations en tant qu'universitaire. On doit à la fois traiter le patient, faire de l'enseignement et faire de la recherche. Et donc, toute la partie enseignement, on la porte aussi grâce à Ostéobank parce qu'on est le seul centre formateur en France pour les autres chirurgiens dans les autres hôpitaux, principalement des CHU. Et on fait très régulièrement, j'en ai fait une pas plus tard qu'hier, formation pour des chirurgiens qui souhaitent mettre en place ces prélèvements. Merci à vous, merci Roger Rivin. Alors bien sûr, si vous souhaitez d'autres informations sur le site internet Ostéobank, où l'on peut trouver l'intégralité des démarches à réaliser. Merci à vous, à très bientôt sur le Gosse FM et bien sûr, soyez fidèles à Entreprise et Passion. C'était Entreprise et Passion sur Locos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.